Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Vendée Globe, débrief de la 58e journée de compétition et on se rapproche de plus en plus de l'arrivée. Ça devrait être dans une semaine désormais pour les premiers concurrents. Ça devrait être bien plus tard par contre pour ceux qui sont encore dans le Pacifique, parce qu'il va y avoir encore pas mal de jours de compétition. Pour eux, on va revenir sur les dernières infos, sur les 24 dernières heures, sur ce qui s'est passé. On parlera également de la météo et puis des différences au niveau du classement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Je pense notamment ce soir à une petite vidéo Dakar parce qu'il y a un certain pilote français à qui il est arrivé des problèmes. Je peux déjà vous le dire, à 11h20, il y a un pilote qui va perdre beaucoup de temps aujourd'hui et il y a un pilote espagnol qui a abandonné, on y reviendra aussi. Et puis ce soir, normalement, présentation d'équipe cycliste, je crois qu'on attaque EF. Et vous avez la Décathlon qui est en ligne, voilà, avec la Cofidis, enfin voilà. On continue de ce côté-là. Et puis le biathlon qui reprend en fin de semaine. Donc là aussi, il y aura des vidéos sur la reprise de la saison. Et puis si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez toujours faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite. Et ça, c'est seulement si vous avez les moyens. On commence tout de suite avec la météo. Et vous allez voir tout de suite que la situation a un peu évolué. Pour les concurrents de tête, vu qu'on est rentré dans des alizés d'Atlantique Nord, en fait, et ces fameuses alizés qui n'étaient pas présentes lors de l'allée. Vous savez, qu'on a cherché pendant des jours et des jours et qui n'arrivaient pas, ces alizés d'Atlantique Nord. Normalement, c'est comme ça, un Atlantique Nord. Voilà, en gros, vous avez les dépressions ici et vous avez les alizés, là, le long de la Mauritanie. Là, vous avez le Cap-Vert. Et voilà, vous avez des alizés qui poussent comme ça. Sauf que à l'aller, il n'y avait rien là, il n'y avait pas de vent, c'était mou ici. C'est pour ça qu'on a eu autant de difficultés à passer l'équateur. Ben là, ça a bien changé désormais, vu que nous sommes dans une situation d'alizé, donc forcément ça avance avec une mer qui est très plate. Ça c'est aussi l'avantage, donc pour les bateaux à foil là c'est l'idéal et c'est pour ça que ça va vite et surtout Charlie Dalin va très très vite, on y reviendra. Derrière Sébastien Simon, lui il vient de passer l'équateur avec 24 heures de retard à peu près sur Johan Richomme, il y a un jour d'écart et surtout poteau noir désormais pour lui. C'est pas forcément simple le poteau noir, surtout quand il manque un foil. La montage c'est encore une fois dans ce sens là il est plus facile, déjà parce que souvent on est plus à l'ouest. Faut savoir que le poteau noir, plus on est à l'est, plus il est étendu, plus on est à l'ouest, plus il est petit le poteau noir. Et que souvent dans ce sens-là, c'est vraiment l'entrée qui est compliquée. C'est que l'entrée, c'est la porte d'entrée. Si vous avez une bonne porte d'entrée, la sortie normalement, il n'y a pas trop de soucis. Alors que dans l'autre sens, vous pouvez vraiment être bloqué en plein milieu. Donc là, ça se passe plutôt pas trop mal. Derrière, c'est toujours le bazar. Pour le groupe, le groupe Thomas Ruyant, faire attention, le groupe Dutreux se rapproche. Il n'y a plus que 300 000 entre Dutreux et Lunven. Toujours 3 zones, on va dire, principales. Zone centrale où il n'y a que Ruyant, donc je ne pense pas que ça soit la meilleure. Zone à l'est avec Lunven, Meillat et Dutreux est en train de suivre cette trajectoire-là, alors que j'ai l'impression que Kremer et Samantha Davis, elles, tentent de viser le groupe Bayou, c'est-à-dire le groupe le plus à l'ouest, quasiment à la limite de la zone interdite du Cabo Frio. Donc c'est vraiment pas simple de ce côté-là. Et vous voyez que le groupe Kremer est en train de revenir par l'arrière. Kremer et Davis qui avaient été distancés, Dutreux aussi, mais les deux avaient été distancés à l'entrée du Pacifique, et bien ils sont en train de revenir parce que devant, on n'avance pas beaucoup depuis une semaine, il faut très clairement le dire. C'est très compliqué pour ce groupe-là depuis une semaine. On va voir l'évolution dans les heures à venir. Ça reste compliqué. Je pense que ça va commencer à réaccélérer dans 24 heures. Donc je pense que ça sera compliqué pour ce groupe-là de revenir complètement. Je me méfie quand même de Dutreux. Mais ouais, ça devrait reprendre un peu de vitesse dans 24 heures parce que c'est vrai que pour ce groupe-là, ça commence à être très très long dans l'affaire. Après, vous voyez que l'Alizé est assez instable là, dans l'Atlantique Sud. Le vent est parfois pas exceptionnel. Et même en rafale, c'est pas foufou non plus. Donc il va y avoir encore des zones un petit peu molles pour ces concurrents-là. Derrière Jean Le Cam
est repassé 14e. Pour l'instant, on a du vent, ça va se calmer. Hein, il va falloir gérer cette dorsale dans les heures à venir. Hein, donc là, ils sont dedans. Déjà, ils sont dans la dorsale. Bon, ils vont continuer à être poussés un petit peu par la dépression qui est ici, enfin par ce vent qui est là, parce que c'est pas totalement une dépression non plus dans l'affaire. Et ensuite, ça va se calmer. Donc voilà, ils vont être dans du vent faible. Et il faudra se méfier d'Alan Roura pour ces concurrents-là qui remontent fort également ce début d'Atlantique Sud. Comme Jean Le Cam, il a dit pourquoi il a eu du vent meilleur qu'Athanasio et Damien Seguin, parce que lui, il n'a pas donné de la piquette à Éole. Vous savez, quand on fait des offrandes à la mer, lui, il a dit, il met du vin de 2016, il met un grand millésime, eux, ils donnent de la piquette. C'est pour ça qu'il a du meilleur vent. À un moment, faut que ça paye, c'est ce que disait Jean Le Cam. Et puis derrière, on a Isabelle Yoshke, Bestaven et Pédoté, eux, faut qu'ils dégagent très vite de cette zone-là. On le voit toujours, hein, Bestaven qui a abandonné, mais qui est reparti. Donc là, vous voyez, l'idée, ça va être de dégager très vite. Pourquoi ? Parce que vous avez cette dépression qui arrive, la dépression qui est en ce moment sur les concurrents du Cap Horn, et celle-là, ça va être dur. 48 heures qui vont être compliquées pour ce groupe-là. Il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous prenez cette dépression-là intense, dans 48 heures, vous avez celle-là qui arrive. Donc il va falloir tenter de passer au large, sauf que c'est pas évident parce qu'entre les îles Falkland la zone d'exclusion arctique, c'est extrêmement réduit en termes de distance, comme vous pouvez le voir, et grosso modo, la dépression, elle continue d'avancer. Arnaud Boissière, Éric Bellion, parce que je pense qu'Éric Bellion également dans l'affaire, et Violette d'Orange, eux ont décidé d'attendre que cette première grosse dépression passe et ils prendront le train de la deuxième. Les autres, on ne sait pas, ils vont se retrouver certainement ici ou là, sauf qu'ils seront dans du vent fort dans un cas comme dans l'autre. Donc il va falloir être fort, intelligent, pas faire d'erreur. Et autant vous dire que l'après Cap Horn, ça va pas être de la tarte pour eux. Derrière, on a enfin du vent pour Antoine Cornic, Jin Kunshu, mais surtout pour le galérien du Pacifique, Oliver Air. Eux, ils ont enfin touché du vent. Et je pense qu'Oliver Air, il pourra le stabiliser. Ça va être plus compliqué pour Cornic. Ça va rester encore instable, je pense, pendant 24 à 30 heures. Voilà, pour Antoine Cornic. Ça sera un peu mieux pour Oliver Air, je pense, qui va, je pense, passer pas très loin du point Nemo aussi dans l'affaire. Et puis derrière, on a d'autres concurrents qui sont un petit peu en difficulté, mais ça va commencer à réaccélérer. Je pense à Manuel Cousin et à Médéo. Ça va réaccélérer là dans les prochaines heures. Vous voyez cette dépression-là qui arrive. Ça va être pareil pour Denise Van Winberg. Donc il devrait sortir de cette zone-là, de la Tasmanie, la sortie de la Tasmanie, cette zone-là, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, cette entrée de Pacifique, en fait, grosso modo, qui est toujours un petit peu compliquée. Là, ça devrait être un petit peu plus facile. Voilà, pour eux, dans les heures à venir, ça va se débloquer. Et ça va faire du bien à ces concurrents-là qui vont avancer et qui vont reprendre le train des dépressions du Pacifique Sud. On garde les problèmes des dernières 24 heures, les informations des dernières 24 heures. Déjà, première information, la fermeture de la ligne d'arrivée. Parce que pour ceux qui ne sauraient pas, dans un Vendée Globe, la ligne d'arrivée n'est pas ouverte ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'à un moment, elle peut se fermer, cette ligne d'arrivée. C'est-à-dire que vous aurez terminé la course, mais vous ne serez pas classé, car on considérera que votre temps est trop lent, tout simplement, et que vous n'avez pas été assez rapide. Sébastien Destrumeau est arrivé limite avec cette fermeture de ligne d'arrivée. Je crois qu'il y avait 2 ou 3 jours près. Il était limite au niveau de la fermeture. Fermeture qui sera au bout de 116 jours, 18 heures et 15 minutes. 116 jours de course. Si on regarde un petit peu Dennis Van Winberg, la situation de notre ami belge, Dennis Van Winberg, il a passé l'antiméridien hier, c'est-à-dire au bout de 56 jours de course. L'antiméridien, c'est à peu près la mi-course. Donc 56 jours. Ça veut dire que Dennis Van Winberg, si on double 56 fois 2, petit calcul, des chiffres et des lettres, ça fait 112 jours. C'est-à-dire qu'en gros, Dennis Van Winberg, il a 4 jours de marge. C'est pas énorme, hein, 4 jours de marge. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir trop traîner en route pour lui. Ça compte aussi pour Amédéo et Cousin, parce qu'ils n'ont pas tant de marge que ça. Tous ces 3 concurrents-là sont à la limite.
voilà, je pense que Amedeo Cousin, ils doivent avoir un jour et demi de marge en plus par rapport à Dennis Van Winberg, mais c'est pas énorme. Donc voilà, il y a 4-5 jours de marge pour D'Ieteren Group par rapport à la zone limite. Autre information, c'est Xin Kunshu, pardon, notre ami chinois, qui en ce moment navigue en musique même, alors les petites musiques chinoises, hein, c'est vrai que c'est des sonorités dont on n'a pas l'habitude d'entendre. Et du côté de Xin Kunshu, eh bien, il lutte contre les algues, il a même dû faire une marche arrière hier, parce qu'il était un peu embêté par les algues. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Deuxièmement, il ressent de plus en plus sa solitude. C'est vrai qu'il disait que bah là, ça commence à faire pas mal de jours de course seul en mer, et qu'au bout de 2 mois, sans la mer, c'est vrai que la solitude est là, quoi. Vous commencez à avoir un petit peu de mélancolie, même si encore une fois, c'est une solitude choisie, ça reste quand même difficile à supporter d'être seul, en plus avec rien autour, hein, parce que lui, il va passer pas très loin du point Nemo, donc vous savez que pendant au moins encore 10 jours, vous n'allez pas croiser grand monde au final, voire personne. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour Xin Kunshu. Et puis l'épaule, ça s'améliore pas, hein. Vous savez qu'il a une douleur à l'épaule quasiment depuis le départ, Xin Kunshu. Eh bien cette douleur ne s'améliore pas. Il disait même ça a tendance à empirer. Bon, je pense qu'après, c'était quand même une prise de risque de partir sur un Vendée Globe avec une épaule un peu en vrac du côté de Xin Kunshu. Donc je pense qu'il a un peu sous-estimé la difficulté physique d'un Vendée Globe et que son équipe a sous-estimé la difficulté physique d'un Vendée Globe. Après, il disait, bon, il aime quand même la navigation tous les jours, hein. Encore une fois, la navigation quotidienne, c'est pas un problème pour lui. Mais voilà, c'est plus cette solitude là qui est quand même importante, surtout quand vous arrivez au point Nemo, où parfois en termes de connexion internet, c'est pas exceptionnel non plus dans cette zone-là, donc ça peut être très difficile, même avec les satellites. Vu qu'on est sur un point où il n'y a personne, donc on n'amène pas forcément de la connexion internet jusque là, hein, tout simplement. Donc c'est pas forcément évident pour lui. On a Violette d'Orange, donc voilà, comme je vous disais, Violette d'Orange qui attend, ça on le disait hier, à cause des tempêtes sur l'entrée du Cap Horn. Donc encore une fois, comme l'explique très bien Arnaud Boissière, qui a décidé d'avoir la même stratégie donc d'attente, il disait le problème c'est pas forcément la grosse dépression, même s'il disait bon, ça va être passer un Cap Horn avec du vent, c'est pas toujours agréable et facile. Surtout qu'on aime bien un peu profiter du Cap Horn et du retour un petit peu, on va dire, à la civilisation. Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément agréable, surtout que lui, il commence à en avoir des Cap Horn, hein. Et il disait, c'est vrai qu'il avait fait un Cap Horn avec 80 nœuds en vitesse. Il avait ensuite arraché sa tête de mât il y a plusieurs années. Je crois, il disait lors de son premier Vendée Globe, voilà, qu'il l'avait passé avec 80 nœuds. Et il avait dit que c'était loin d'être agréable. Voilà, c'était très compliqué. Donc s'il peut passer, encore une fois, là, il est dans une situation où le classement, on va dire, l'apporte assez peu désormais Arnaud Boissière. Donc voilà, il préfère attendre. En plus, il disait que comme il a plus de Genaker, lui aussi, de toute manière, il va un petit peu moins vite que ses petits concurrents. Donc il n'est pas en capacité totalement de rivaliser avec les mecs devant lui. Donc il préfère maintenant plutôt profiter. 5e Vendée Globe, l'objectif est de faire 5 Vendée Globe terminés en 5 éditions, ce qui serait encore une fois un record de la part d'Arnaud Boissière. C'est vrai qu'Arnaud Boissière, on parle beaucoup de Jean Le Cam, mais Arnaud Boissière c'est aussi un témoin de l'évolution de cette classe IMOCA. Parce que quand il a commencé en IMOCA, même avec un bateau, même avec peu de moyens, vous pouviez faire un top 10. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut des gros moyens, même pour entrer dans le top 15. Hein. Vous ne rentrez pas dans le top 15 d'un Vendée Globe avec des petits moyens. Et donc, il a connu cette évolution-là, comme Jean Le Cam. Mais voilà, c'est un grand témoin de l'évolution de la classe IMOCA avec la Micaline. Est-ce qu'en plus, il en fera un encore dans 4 ans? Je ne sais pas.
du côté d'Arnaud Boissière. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une réflexion aussi pour lui de se dire c'est peut-être mon dernier Vendée Globe. Donc j'essaye de profiter à 100% de ça et je ne vais pas abandonner parce que j'ai pris trop de risques à un endroit. Ce que Arnaud Boissière disait très bien, en fait le problème c'est que vous avez cette première dépression, bon, déjà qui vous fait passer le Cap Horn avec pas mal de vent, mais qu'ensuite une fois que vous avez pris la première dépression, vous ne pouvez plus échapper à la deuxième. C'est un peu un effet qui se coule. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas échapper à la deuxième. Donc la deuxième est encore pire. Et dans des conditions où vous êtes plus bien positionné par rapport au vent. Donc là, vous pouvez vraiment endommager des pièces, et notamment la grand voile. Là, c'est vrai qu'il disait Arnaud Boissière, moi je ne veux pas prendre le risque. Voilà, je veux faire ma course désormais et je me concentre plutôt sur le classement général. Violette d'Orange aussi, elle le disait, elle le sentait pas. Et je pense qu'encore une fois, comme j'en ai parlé hier, mais quand on ne le sent pas, il ne faut pas prendre de risques. L'idée quand même de Violette d'Orange, c'est de découvrir le Vendée Globe, c'est de prendre de l'expérience. Tu prends de l'expérience en finissant une course. Tu ne prends pas de l'expérience en abandonnant aux trois quarts. Donc voilà, il y a encore des choses qu'elle va découvrir dans cette fin de Vendée Globe. Donc c'est pas intéressant de prendre des risques. Et puis en plus, il y a un bateau quand même de qualité. Hubert, c'est un bateau qui a marqué l'histoire du Vendée Globe. Ça serait con de chavirer et de le voir couler au large du Cap Horn et de ne pas pouvoir le récupérer. Alors que c'est un bateau qui a marqué également l'histoire du Vendée Globe, et je pense qu'Éric Bellion est un peu dans la même stratégie parce que vous voyez il est plus accroché à la tête de flotte devant. Lui aussi je pense qu'il a ralenti avec Stand As One parce que voilà, encore une fois il ne doit pas le sentir, et je pense qu'il faut savoir à des moments ne pas prendre trop de risques. À des moments il faut savoir accélérer, mais il faut savoir être intelligent, réfléchir, on navigue avec sa tête ça je pense que c'est important de le rappeler. On poursuit avec Violette d'Orange, j'en ai parlé. On poursuit avec Clarisse Kremer, du côté de Clarisse Kremer. Mais hier, on avait parlé douleur à l'épaule. Bon, la douleur à l'épaule, elle est sous antidouleur. Encore une fois, voilà, elle est sous ibuprofène, notamment. Donc, autant vous dire qu'elle ne ressent plus la douleur. Vous pouvez lui mettre elle peut traverser le bateau. Je pense qu'elle ne sentira pas le choc. Le problème des antidouleurs aussi. Mais elle disait que ça allait quand même mieux au niveau de l'épaule. Et surtout, elle a dû quand même faire des réparations hier parce qu'elle a été prise dans un filet de pêche. Un gros filet de pêche assez imposant. Donc ça lui a fait perdre pas mal de temps à Clarisse Kremer. Et en plus, elle s'est aperçue au même moment, parce qu'elle a dû prendre la barre, vu que le bateau n'était pas vraiment manœuvrant et qu'encore une fois, le pilote automatique, quand vous êtes à des faibles vitesses, il n'arrive pas à fonctionner. Donc elle s'est aperçue qu'en fait, son vérin de barre, enfin ce vérin, je pense, qui permet de faire fonctionner le pilote automatique, enfin qui permet au pilote de faire fonctionner la barre, grosso modo, eh bien ce vérin était extrêmement dur et donc il était en train de casser tout simplement, donc il fallait le réparer. Et elle a dit un mal pour un bien dans l'affaire, parce que si elle n'avait pas eu ce filet de pêche, elle s'en serait peut-être pas vraiment aperçue. Si ça t'arrive au niveau de Cabo Frio, dans des zones très instables où il y a des orages et ce genre de trucs, je peux te dire que tu rigoles pas dans ce genre de situation si tu n'as plus de quoi barrer ton bateau. Donc là, elle s'en est aperçue, donc elle va réparer. Voilà, Clarisse Kremer. Et elle remerciait les gens également de l'avoir encouragé, de lui avoir envoyé des messages réconfortants après son problème d'épaule. Et puis on termine avec les concurrents devant, et on commence déjà avec Nicolas Lunven. Nicolas Lunven qui expliquait un petit peu sa stratégie en vidéo, je vous invite à la regarder. Et surtout qui a raconté son problème de pilote automatique, Nicolas Lunven. Parce que je vous rappelle que le pilote automatique, vous lui donnez une information. Donc c'est-à-dire, vous lui dites, je veux que tu suives tel cap. Et ensuite, il va aussi s'adapter au vent. Pour s'adapter au vent, il utilise l'aérien. C'est-à-dire qu'il va suivre un cap, mais si, par exemple, le pilote automatique s'aperçoit qu'il faut se décaler de 2-3 degrés pour avoir du vent un petit peu meilleur, il va se décaler de 2-3 degrés. On va dire c'est un pilote automatique intelligent, un petit peu. Le problème, c'est que Nicolas Lunven a perdu sa tête de mât. Donc c'est-à-dire qu'il n'a plus d'aérien. Voilà. Il est obligé d'utiliser une sorte de canne
avec une girouette au-dessus. Sauf que ce système-là, c'est moins efficace. Et qu'en fait, il dit, grosso modo, son pilote automatique, c'est un pilote automatique désormais basique. Vu lui donner un cap, il suit un cap. Mais il n'arrive pas à corriger avec le vent. C'est-à-dire que Nicolas Lundven doit corriger en permanence sa trajectoire, vu que la trajectoire du pilote automatique ne s'adapte pas au vent. Donc c'est-à-dire qu'il est obligé de corriger, de décaler de 2-3 degrés à chaque fois. Donc il dit c'est très fatigant et ça ressemble beaucoup à une solitaire du Figaro, il disait, parce que il va manquer de sommeil. Il est obligé d'être vraiment dans une situation de solitaire du Figaro, Nicolas Lundven. Donc c'est pour ça qu'il est allé aussi un petit peu plus à l'est, pour tenter d'avoir du vent un petit peu plus stable. Du fait encore de ce problème de système de pilote automatique lié, encore une fois, à la perte de sa tête de mât. Et ce qui fait que Nicolas Lundven, j'ai peur que ça soit compliqué pour lui dans les situations un petit peu techniques où il faut vraiment analyser la situation, parce que lui, il ne peut plus autant analyser que ses petits camarades. Donc j'ai peur qu'à certains moments, il ait des petites erreurs de lucidité. Et puis surtout, le manque de sommeil, ça peut vous faire des erreurs. Et encore une fois, eux, il leur reste 2 semaines de navigation. En gros, donc 2 semaines de navigation, oui, ils vont pas être arrivés avant le 20 ou le 21 janvier. Donc en gros, tu peux faire beaucoup de conneries encore en 2 semaines. Et il a dit de toute manière, si c'était arrivé au tout début des mers du Sud ou même à l'entrée du Pacifique, il aurait dû arrêter sa course quasiment. Et là, il s'adapte. Mais c'est le cas pour Denis Van Winberg aussi. Je ne sais pas s'il avait retrouvé ses aériens. Mais il avait aussi un problème technique de cet ordre-là. On voit que c'est compliqué de pouvoir manœuvrer. Alors certes, la Belge va moins vite, mais forcément c'est contraignant d'avoir un pilote automatique qui ne s'adapte plus à l'ordre et à l'orientation du vent. Je dis ordre parce qu'on n'est pas loin du Brésil. Ordem progresso. C'est la devise du Brésil. Et puis on termine avec Boris Herrmann qui est monté en tête de mât. J'ai l'impression qu'il devait réparer le Lazy Jack du côté de Boris Herrmann. Donc vous savez, ces câbles qui permettent de maintenir la grand voile quand vous dites que vous avez un riz, 2 riz dans un grand voile, ça permet de stabiliser la grand voile et de la maintenir à 2 riz et pas qu'elle descende tout d'un coup cette grand voile et qu'elle se maintienne à 1 riz ou à 2 riz. Elle se maintienne en position. Eh bien Boris Herrmann, j'ai l'impression, a réparé ça parce qu'il y avait un petit problème de câble. Le problème des vidéos de Boris Herrmann, c'est qu'elles sont en anglais et autant vous dire que c'était pas mon domaine de prédilection à l'école. Et puis je termine avec Goodchild Raslage hier du côté de Sam Goodchild, le concurrent anglais qui a dépassé désormais son coéquipier de chez Vulnérable, Thomas Ruyant, qui a dépassé donc le nouveau bateau très clairement. Sam Goodchild. Il s'est rasé, voilà, vu qu'en ce moment en plus le vent n'est pas exceptionnel, il a décidé de prendre soin de lui parce qu'il disait que ça commençait à l'emmerder. Il avait une barbe, ça commençait à le gêner, notamment au niveau du nez, au niveau de la bouche. Donc il a décidé de se raser, voilà, Sam Goodchild, et il s'est plutôt pas mal débrouillé avec son rasoir électrique. Et puis on voit Justine Métro également qui est un peu remontée dans le classement. Justine Métro, elle est désormais 9e, elle était même au moment 8e, il y a un petit combat avec Paul Meillat à distance. Justine Métro qui n'a pas fait de nouvelles vidéos depuis. Bon, on regarde le classement pour finir cette vidéo. Là, vous voyez Charlie Dalin qui a repris de l'avance par rapport à Johan Richomme. Si on prend hier 15h, hop, à 15h, il y avait 79 000 parce que Johan Richomme était légèrement revenu sur Charlie Dalin. Mais encore une fois, quand on avait fait la vidéo hier, je vous avais dit il faut faire attention, il y a peut-être un décalage de sortie de poteau noir. Ce qui peut poser problème. Eh bien, c'est ce qui s'est passé parce qu'en fait, l'écart s'est agrandi pendant la nuit. 107 000, 126 000 à 7 heures et puis là, désormais, 132 000. Johan Richomme n'arrive pas à suivre la cadence de Charlie Dalin. Charlie Dalin lui a collé quasiment 70 000 dans la journée. Donc, c'est vrai que ça fait un peu mal au moral, je pense, du côté de Johan Richomme. Et vous voyez, sur les 4 dernières heures, encore 7 000 en moins. Donc, toutes les 4 heures, il perd 7-8 000 dans l'affaire. Il y a un moment, il a même fait 20 000 de moins en 4 heures, Johan Richomme par rapport à Charlie Dalin. Donc ça doit être dur à gérer du côté du moral, en sachant qu'en plus Charlie Dalin
a eu des problèmes de sargasses. C'est vrai qu'à l'aller, il n'y avait pas eu trop d'informations comme quoi il y avait eu des problèmes de sargasses. Donc, ce sont des petites algues, mais c'est des systèmes de bancs en fait. Et parfois, vous êtes complètement bloqué à l'intérieur. Vous pouvez être bloqué à l'intérieur. Je dirais comme du fèche-fèche au Dakar. Vous savez, ce sable mou, c'est un peu pareil. C'est une horreur. Et il y en a de plus en plus. C'est-à-dire qu'avant, les sargasses, c'était pas très problématique il y a 10 ans. Et maintenant, c'est devenu vraiment un cauchemar pour pas mal de concurrents. Je pense aussi à la Mini Transat, parce qu'ils en ont souvent beaucoup à la Mini Transat, mais c'est vraiment un cauchemar. Et là, du côté de Charlie Dalin, eh ben, il en a eu, et Johan Richomme peut-être aussi, mais il n'y a pas eu d'autres informations. Sébastien Simon, lui, est passé dans l'hémisphère nord, rentrer dans le poteau noir. Pour l'instant, il continue d'aller vite. Alors, il vient de rentrer dans le poteau noir, mais quand même, je trouve qu'il arrive encore à garder une belle vitesse, donc on va voir comment ça va se passer pour lui, le poteau noir. Il aura peut-être un poteau noir facile, mais je suis quand même impressionné par Sébastien Simon parce que alors il y aura des regrets de se dire qu'est-ce que ça aurait donné avec 2 foils, parce que je pense que vu ses vitesses avec un foil, il serait au niveau de Charlie Dalin et de Johan Richomme, ça c'est clair et net, mais il a perdu que 630 000, ça fait depuis 2 semaines et demie, 3 semaines qu'il a qu'un foil. C'est impressionnant les vitesses quand même qu'il arrive à tenir, hein, avec seulement un foil. Donc on voit que Groupe Dubreuil, ça risque d'être un bateau très cher, Groupe Dubreuil, à la vente. Parce que voilà comment il a réussi à fonctionner avec un foil. Si Sébastien Simon part sur un bateau neuf dans 4 ans, je pense que Groupe Dubreuil va être un bateau extrêmement cher et très convoité sur le marché de l'occasion. On poursuit avec Jérémy Bayou. Bah là, c'est toujours compliqué, encore une fois, entre Jérémy Bayou et Luneven. Vous voyez que Luneven est maintenant à 100 000 de Bayou, mais en fait, les 100 000, c'est en largeur. Hein. C'est pas du tout en nord-sud. Parce qu'en nord-sud, vous voyez, allez, il y a quasiment 500 000 de décalage est-ouest entre les deux. Donc, il n'y a vraiment pas, techniquement, 100 000, on va dire, dans la réalité, si on prenait par la latitude et pas par la distance au but. Mais vous voyez que c'est très, très étendu et que personne ne sait vraiment quelle trajectoire prendre. En ce moment, c'est Nicolas Luneven et Paul Meillat qui vont les plus vite, sauf que, encore une fois, ils s'éloignent de la route idéale. Alors que Bayou, Metro, Herman et Goodchild, eux, sont plus proches de la route idéale. Mais encore une fois, ils vont moins vite. Eux, ils sont plutôt aux alentours de 200 000 de parcouru, avec une Justine Metro qui va toujours un petit peu plus vite que les leaders. Voilà, il y a 10-15 000 à chaque fois de décalage en 24 heures pour Justine Metro. Et puis, celui qui va le moins vite, c'est Thomas Ruyant, seulement 145 000. Je crois même que c'est le bateau le moins rapide pour le moment, avec Manuel Cousin et Fabrice Amédéo qui sont aussi un petit peu empêtrés dans de la molle. Derrière, on voit que Benjamin Dutreux remonte parce que lui, il colle quand même 120 000, quasiment 130 000 à Nicolas Luneven sur la même trajectoire. Donc vous voyez, ça va beaucoup plus vite. C'est pareil pour Clarisse Kremer, 373 000, et pour Samantha Davis. En sachant que l'écart entre Clarisse Kremer et Samantha Davis est stabilisé. 371 contre 373, vous voyez, donc il y a toujours à peu près 200 000 d'écart. Et l'écart entre Dutreux et Kremer est de 100 000, parce que même si il va vite, il se décale là encore de la route idéale, alors que Clarisse Kremer a plutôt tendance à se rapprocher de la route idéale. Derrière, on a Jean-Luc Ham, donc qui est désormais dans le top 15, il a devancé ses petits camarades, Damien Seguin et Romain Attanasio, mais ça reste extrêmement proche. Celui qui n'a pas fait une bonne journée, c'est Romain Attanasio, parce qu'il se prend quand même 30 000 par Damien Seguin, donc pas une super journée, mais encore une fois, bon voilà, il en a marre, il en a ras le cul de la météo, très clairement, Romain Attanasio. Et puis faire attention pour ce petit groupe-là, c'est qu'Alan Roura revient très fort avec Hublot, 326 000 de parcouru, et qu'avec des conditions un petit peu mollassonnes, lui il a les réglages, parce qu'il s'est quand même empêtré longtemps à un moment dans des conditions molles. Donc Alan Roura, il va falloir s'en méfier sur cette fin, sur ce début d'Atlantique Sud. Il peut peut-être tirer un petit peu les marrons du feu, parce que ça fait depuis quand même 4-5 jours qu'il fait une bonne semaine, Alan Roura. Et puis ensuite, donc Pedoté, Isabelle Diochke, Giancarlo Pedoté qui a croisé un pêcheur. Voilà, c'était le premier bateau qui le croisait. Et donc il a discuté un petit peu avec lui pour raconter un petit peu ses aventures. Isabelle Diochke va vite, malgré un foil par rapport à Pedoté. Là aussi, vous voyez, 230 000 contre 272 000. Donc l'écart s'est un petit peu agrandi entre les deux. On est aux alentours d'une quarantaine de mille. Et puis, Benjamin Ferré, le deuxième bateau à dérive droite, a passé le Cap Horn à l'instant. Benjamin Ferré,
Donc voilà, avec 400 000 de parcouru. Et derrière, les bateaux les plus rapides de la flotte sur les dernières 24 heures. Le plus rapide, c'est Conrad Coleman, quasiment 482 000 de parcouru. Il devance Tanguy le Turquet, 445 000, donc vous voyez un petit peu plus lent. Et puis surtout, il devance Louis Duc, 461 000. Sébastien Marseille qui a été un petit peu moins bon, on va dire, mais qui va quand même vite à 400 000. Guirec Soudé, 400 000 aussi. Et Kojiro Shiraishi, 405 000. Tous ces bateaux-là ont fait plus de 400 000, donc assez impressionnant. Éric Bellion, lui, 300 000. Donc à peu près la même vitesse que Violette d'Orange et Carnot Boissière. Donc tous ces concurrents-là ont ralenti pour laisser passer la dépression. Et puis derrière, Oliver Air vient de repasser les 300 000 de parcours en 24 heures. Je pense que ça fait au moins 15 jours qu'il n'avait pas fait ça, Oliver Air. Et ça doit lui faire du bien. Et surtout, il va plus vite. Ah non, il va moins vite, pardon, Jinkuchu. Je croyais qu'il allait plus vite, il va moins vite. Il y a 24 heures, il y a 4 heures, il allait plus vite. Là, c'est un peu moins le cas. Ce qui fait qu'Antoine Cornic, 339 000, mais surtout Jinkuchu, 370 000 de parcouru avec une mer assez plate. Et il revient de nouveau sur Antoine Cornic, désormais 50 000 d'écart à peu près entre les deux. Et puis on retrouve derrière Amédéo et Manuel Cousin qui vont pas très vite. C'est Amédéo qui est le plus lent, je pense, en ce moment, avec 130 000 de parcouru. Manuel Cousin, lui, est sur 140 000 de parcouru. Et puis vous avez Dennis Van Winberg qui se rapproche de nouveau d'eux avec un écart désormais de 300 000 à peine, hein, donc ça reste assez serré entre Denis Van Winberg et Amédéo et Cousin. Voilà, pour l'arrière de la flotte, où bah voilà, il y a encore un petit peu de bagarre. De ce côté-là, on regarde désormais les statistiques sur les 24 dernières heures. Donc comme je vous le disais, du côté des statistiques, hop, c'est notre ami néo-zélandais, Conrad Coleman, voilà, qui a fait le plus de distance devant Louis Duc. Il met quand même 40 km à Louis Duc, hein. Donc c'est pour vous dire qu'il a quand même été vite. Tanguy le Turquet est troisième, mais à 70 km de Conrad Coleman. Et puis ensuite, on retrouve Sébastien Simon, Charlie Dalin, Sébastien Marseille, Benjamin Dutreux, Kojiro Shiraishi, Guirec Soudé, Benjamin Ferret. Vous voyez donc la différence de vitesse de Sébastien Simon et Charlie Dalin par rapport à Johan Richomme. Je me pose quand même une interrogation avec Johan Richomme, vous en avez pas parlé. Est-ce qu'il n'a pas un problème technique sur ce bateau? Parce que je trouve quand même, si on compare la vitesse avec Sébastien Simon, c'est quand même plus lent. Donc voilà, j'ai une interrogation du côté de Johan Richomme s'il n'y a pas un problème technique sur son bateau. On aura peut-être des informations demain. Dennis Van Winberg, lui, a 15 000 km de retard désormais sur Charlie Dalin. Donc l'écart s'est légèrement agrandi et on a dépassé les 8100 000. Et puis Charlie Dalin, toujours en avant sur le record, 1791 000, ce qui représente plus de 3000 km. Donc ça a bien réaccéléré par rapport à Ahmed Lecléache. Et surtout, il est désormais à 2500 000 à peu près de l'arrivée. Donc encore une fois, ça se rapproche de plus en plus. 2593 000, si on regarde à peu près qu'on fait entre 400 et 500 000 par jour, encore une fois, on est à 6-7 jours de l'arrivée, quoi, hein. Donc encore une fois, on est dans la dernière semaine de course pour Charlie Dalin. On peut même regarder un petit peu les estimations d'heures d'arrivée. Donc, Charlie Dalin entre le 14 et le 15 janvier comme Johan Richomme, Sébastien Simon entre le 16 et le 18. Le groupe Thomas Ruyant, ça sera entre le 22 et le 24 janvier. Pour le groupe Dutreux à Davy, ça sera entre le 24 et le 26. Entre le 26 et le 29 pour Jean Le Cam, Romain Athanasio et Damien Seguin, en sachant que ça va encore s'actualiser et s'améliorer. Moi, je pense qu'on continuera au moins jusqu'au 31 janvier les vidéos. Et peut-être même un petit peu plus tard avec cette bagarre des bateaux à dérive droite. Voilà, on attendra peut-être la fin, peut-être vers Éric Bellion, vers l'arrivée d'Éric Bellion, Violette Desranges, pour arrêter les vidéos hebdomadaires. Enfin plutôt quotidienne même. Et par contre, on fera une vidéo de bilan du Vendée Globe, mais ça sera un petit peu plus tard en février. Une fois que le dernier concurrent sera passé, on fera une vidéo débrief du Vendée Globe un petit peu en longueur. Voilà ce qui m'a marqué, ce qui m'a surpris sur ce Vendée Globe un petit peu. Donc voilà un petit peu le programme. Donc, je pense qu'on a encore au moins un mois de vidéo. Je pense qu'on ne s'arrêtera pas avant le 7-8 février en réalité sur ce Vendée Globe. Donc n'hésitez pas à regarder
tout ça attentivement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!